La lumière éclairant le ciel et la terre est l'un des 40 sites du Yuanmingyuan nommé par l'empereur Qianlong des Qing. Cette phrase a été tirée des notes sur le pavillon Yueyang, livre écrit par Fang Zhongyan, écrivain de la dynastie des Song du Nord. Ce pavillon de Yuanmingyuan a été construit sur le modèle du pavillon Yueyang. Cependant, dans le Yuanmingyuan, l'atmosphère de fête et les réjouissances étaient assombries par les crises intérieures et extérieures. En mars de cette année, l'armée des Taiping, des paysans insurgés, a pris d'assaut Hangzhou, capitale de la province du Zhejiang, et le 2 mai, une armée forte de 100 000 hommes, divisée en 5 colonnes, attaquait le grand camp militaire de Jiangnan, au sud du fleuve Yangtze. 4 jours plus tard, l'armée a détruit le camp de Jiangnan et a fait lever le siège de Tianjin, l'actuelle ville de Nanjing. À partir du 15 mai, l'armée des Taiping a poursuivi son avancée vers l'est et a occupé successivement les villes de Changzhou, Wuxi, Suzhou et Kunshan. Le 17 juin, après avoir pris Taicang, l'armée des Taiping s'est dirigée vers Shanghai. Jusqu'à ce jour, le delta du fleuve Yangtze, la région la plus riche du pays, est tombé aux mains des Taiping. L'empereur Xianfeng a alors nommé Zhang Guofan au poste de gouverneur des provinces du Jiangsu et du Zhejiang afin d'apaiser le trouble intérieur. Mais devant l'invasion étrangère, il était à bout de ressources. Il y a un phénomène intéressant sous la dynastie des Qing. Tous les 10 ans d'anniversaire du souverain ou de la souveraine est plutôt de mauvais augure. L'impératrice douairière Cixi, qui a succédé à son mari, l'empereur Xianfeng, a régné sur la Chine pendant 47 années. À l'occasion de son 40e anniversaire, l'armée japonaise a envahi Taïwan. Lors de son 50e anniversaire, la guerre sino-française a éclaté. Lors de son 60e anniversaire, c'est la guerre sino-japonaise de 1894 à 1895. Et lors de son 70e anniversaire, les Japonais et les Russes ont livré des batailles sur le territoire chinois. Orgueilleuse de son immense territoire, la cour de Xianfeng n'était pas consciente de l'impact de la civilisation occidentale sur la Chine féodale. Et face à cette situation, elle ne savait pas quel parti prendre. En avril 1860, lorsque l'armée des Taiping attaquait le camp de Jiangnan et faisait lever le siège de Tianjin, l'armée coalisée anglo-française débarquait sur les côtes chinoises. À la mi-juin, elle a terminé ses préparatifs de guerre contre la Chine et une flotte des 2 pays est entrée dans le golfe Bohai jusqu'à l'extérieur du port de Dagu de Tianjin. Le 26 juin, les gouvernements britanniques et français ont annoncé aux divers pays européens et aux États-Unis leur déclaration de guerre contre la Chine. La Grande-Bretagne et la France se trouvent éloignées de la Chine. Pourquoi voulait-elle donc créer des ennuis à l'empereur Xianfeng en déclarant une guerre ? Pour expliquer cela, il faut mentionner une histoire qui a eu lieu 4 ans auparavant. En effet, le 8 octobre 1856, dans la matinée, les soldats de l'armée de mer du Guangdong ont arrêté 12 matelots chinois du navire Arrow, qui avait mouillé au large près de Canton, affirmant qu'ils étaient des pirates. Du fait que le navire Arrow battait pavillon britannique, cette affaire a provoqué très vite un conflit diplomatique. Parkes, consul britannique à Canton, a écrit une lettre à Ye Mingchen, gouverneur des provinces du Guangdong et du Guangxi, condamnant l'attitude de la marine du Guangdong pour avoir baissé le drapeau britannique et disant que c'était une humiliation évidente pour son pays. Il a demandé à Ye Mingchen de présenter ses excuses. Celui-ci lui a répondu qu'il avait envoyé ses hommes rechercher un pirate appelé Li Mingtai qui travaillait sur le navire et d'ailleurs le navire n'avait pas battu pavillon britannique, sans parler de l'action de déchirer le drapeau. John Bowring, alors ministre britannique en Chine, croyait que c'était une bonne occasion pour la Grande-Bretagne. Le 16 octobre, il a présenté une note à Ye Mingchen disant « Si vous ne réparez pas votre dommage, cela attirera l'arrivée de notre marine afin de combler une lacune du traité. » Combler une lacune du traité signifie en réalité l'entrée des Anglais dans les villes chinoises.
En 1842, dans le traité de Nankin, il est stipulé les citoyens britanniques et leurs résidents présents dans les 5 ports ouverts chinois que sont Canton, Fuzhou, Xiamen, Ningbo et Shanghai peuvent exercer librement le commerce et le souverain de la Grande-Bretagne envoie les fonctionnaires comme consuls ou agents diplomatiques s'y installer. 这个诚意呢，在中国的这个古代汉语词典当中，诚和意是一个意思，这都是属于诚正。中英南京条约的中文译本用诚意这俩字，英文的这个中英南京条约的这个是怎么写的呢？就是五口的这个城市和镇很明确，就是城镇。所以说呢，五口通商以后，允许英国人进入这个五口的这个城市来居住，从条约来讲是有法律依据的啊。但是又为什么会出现了反入城的斗争呢？当时中国的社会呢，还是一个封建社会的家天下，就政绩国家的那种家天下。在这种封建王朝的家天下里面，有一个很重要的一个问题呢，就是夷夏大防和夷夏之变，所以它根本没有一个国家的、民族的、国家和国家之间的这种条约的这种概念没有，老百姓更没有。当时把这些洋人都作为像犬羊一样、鬼魅一样，非常不愿意和他们在一起的。所以这样呢，从上到下都有一种拒绝的这种感觉，就是排斥的这种感觉。C'est la deuxième année après la signature du traité de Nankin que les Anglais ont demandé pour la première fois d'entrer dans la ville de Canton. Pendant les 10 années suivantes, ils ont déposé ce genre de demande à 2 reprises, mais elles ont été rejetées sous divers prétextes par la cour des Qing. Au printemps 1854, Bowring a assumé les fonctions de gouverneur britannique de Hong Kong et de ministre en Chine. Conformément au décret du gouvernement britannique, Bowring a écrit le 25 avril une lettre à Ye Ming-chen, gouverneur des provinces du Guangdong et du Guangxi et ministre du commerce des 5 ports, lui demandant d'entamer les négociations sur l'amendement des traités. Les prétendus traités sont le traité de Nankin, signé en 1842, et le traité sino-britannique de Roumen en 1843. La demande d'amendement des traités formulée par la partie britannique s'appuie sur le traité sino-américain de Monghra, signé en 1844, selon lequel toute modification des clauses concernant le commerce et l'étendue maritime devra être faite dans 12 ans et après des délibérations équitables des représentants des 2 parties. Dans le traité sino-britannique de Roumen amendé, il est écrit « L'empereur du Grand Empire Qing accordera de nouvelles faveurs aux divers pays et autorisera la Grande-Bretagne à bénéficier des traitements de la clause de la nation la plus favorisée. » 最惠国待遇的条款，他就能够利用中美中法的这个12年修约的这个权利，他取得同样的利益。他从1842年的中英南京条约算起，他1854年提出消约。当然这里面有他的法律的依据，但是这里面呢也有他强词夺理的地方。我刚才说，因为1853年的这个英国人取得这个最惠国待遇条款的这个享受者呢，这个条约当中写的非常的分明，那是英国的人民在华的通商过程当中享受这个条款，不是指英国政府。但英国政府要提出这个问题，当时的清朝政府的谈判和交涉的大臣都不懂得国际法和国际条约，他们不知道这个事情该怎么处置。Ye Ming-chen, qui n'avait aucune connaissance de la diplomatie et du droit international, ne comprenait pas ce qu'était l'amendement des traités. D'après lui, la demande de Bowring concernant la négociation dans sa résidence n'était que le désir des Anglais d'entrer dans la ville. Ainsi a-t-il refusé catégoriquement. Le 8 octobre, l'affaire du navire Arrow s'est produite et le 22 octobre, la troupe britannique qui stationnait à Hong Kong s'est mise en action. Un petit problème sur l'entrée dans la ville qui traînait depuis 13 ans engendrerait-il un conflit ?
29 octobre 1856, dans l'après-midi. Une troupe britannique forte de plus de 100 soldats a fait son entrée dans la ville de Canton et s'en est retirée vers le soir par manque de munitions. Le commandant de cette troupe britannique a écrit à Yemington 6 lettres en une semaine, lui demandant de présenter ses excuses pour l'affaire du navire Arrow et d'ouvrir la ville de Canton. D'après Yemington, pour se démarquer de ces étrangers avides d'argent, il suffisait de couper leurs sources de revenus. Yemington a donné l'ordre de fermer la douane de Guangdong et de suspendre le commerce extérieur. Il voulait que Boring réfléchisse, l'entrée dans la ville ou le commerce, lequel serait-il le plus important ? Du 12 au 13 novembre, une troupe britannique a occupé le fort de Humen. Par la suite, Boring est venu à l'extérieur de la ville de Canton. Pendant 9 jours, il a écrit 3 lettres à Yemington, disant que si celui-ci acceptait de négocier l'entrée dans la ville, il retirerait sa troupe. Or, Yemington a refusé. Le 20, Boring a écrit la 4e lettre à Yemington, l'avertissant qu'il assumerait toutes les conséquences qui en découleraient. Il a dit encore à Ye qu'il présenterait un rapport à la cour des Qing. Yemington ne cédait pas devant la menace de Boring, disant qu'il avait présenté déjà un rapport sur la situation à la cour. Dans son rapport présenté à l'empereur Xianfeng, Yemington disait qu'il savait amadouer les Anglais, et l'empereur Xianfeng a émis un édit impérial le comblant de louanges. Yemington reste au Guangdong depuis plusieurs années et il connaît bien l'état des choses de cette province. Je crois qu'il est capable de maîtriser la situation sans avoir besoin de mes instructions. Puisque Xianfeng croyait que Ye était capable de maîtriser la situation, est-ce qu'il avait peur des plaintes des Anglais contre lui ? Devant l'attitude durcie de Ye, Boring est retourné à Hong Kong 27 jours après l'assaut de Canton lancé par la troupe britannique. En janvier 1857, la troupe britannique s'est retirée. D'après Yemington, le tour des Anglais n'était rien d'autre que cela. Après la retraite de la troupe britannique, Hua Tingye, chef du district de Nanhai, a fait un compte-rendu à Yemington. Le commerçant Wu Chongyao et le consul britannique Parkes étaient convenus de construire une maison de commerce à l'extérieur de la ville. Les Anglais voulaient désormais recevoir Yemington dans la future maison de commerce. Yemington estimait que la partie britannique n'avait fait aucune concession et il a toujours refusé de négocier. En même temps, il a envoyé l'empereur Xianfeng un bulletin de victoire. Après la lecture du bulletin, Xianfeng, ravi, a donné un édit impérial. Si après leur défaite, les Anglais montrent du regret et demandent la paix, le gouverneur Ye devra maîtriser la situation et apaiser le conflit. S'il manifeste une extrême insolence, vous ne vous montrerez pas faible pour conclure la paix. Pourtant, Yemington et l'empereur Xianfeng ont commis une erreur de jugement sur la situation. Quand la nouvelle de l'affaire du navire Arrow est parvenue jusqu'à Londres, Palmerston, Premier ministre britannique, a décidé de faire la guerre. Mais sa proposition a été rejetée par 110 voix contre 146. Puis dans la Chambre basse, une contre-proposition a été adoptée par 263 voix contre 246. Palmerston a dissous la Chambre basse pour les nouvelles élections. Résultat, Palmerston a gagné. Le 20 mars 1857, le gouvernement britannique a envoyé le comte Elgin en tant qu'envoyé spécial, tout en préparant la guerre. En même temps, il est entré en contact avec la France et les États-Unis dans l'espoir de mener une action conjointe. En février 1856, soit avant l'affaire du navire Arrow, l'abbé français Chapdelaine a été exécuté par l'autorité locale du district de Silin, Guangxi, pour avoir propagé illégalement sa religion. Dans son livre 1860, Le sac du yuan mi-yuan, l'auteur Bernard Brizet, journaliste français, dit « L'exécution du père Chapdelaine a allumé la colère des catholiques français. L'empereur français Napoléon III éprouve de profondes inquiétudes. La France a demandé à Yemington de présenter ses excuses et lui a réclamé une indemnité, mais celui-ci n'ayant pas donné de réponse, cela a mis Paris en colère. La France s'est donc alliée à la Grande-Bretagne.
En avril 1857, la France a désigné le vicomte Louis Gros comme envoyé spécial pour conduire une troupe. Parker, représentant américain résidant en Chine qui se chargeait de l'amendement des traités à Shanghai, est retourné à Hong Kong pour préparer une action commune. Mais le gouvernement américain a refusé avec ménagement l'envoi de troupes proposé par la Grande-Bretagne. Il a promis seulement de partager l'avis de la Grande-Bretagne et de la France sur le problème de l'amendement des traités. Parallèlement à l'affaire de l'abbé Chapdelaine, la Russie, à partir de ses propres intérêts, a envoyé Putyatyn en tant que représentant plénipotentiaire afin de conclure un traité avec la dynastie des Qin. Putyatyn est arrivé d'abord à Shanghai puis à Hong Kong dans l'intention de participer à l'action commune de la Grande-Bretagne, de la France et des États-Unis. En novembre 1857, l'envoyé spécial britannique Elgin est arrivé à Hong Kong après l'apaisement d'une mutinerie de soldats en Inde. L'armée coalisée anglo-française s'est formée pour l'essentiel. L'armée britannique se composait de 43 bâtiments de guerre et de 10 000 fantassins et marins, alors que l'armée française possédait 10 bâtiments de guerre. Le 12 décembre, l'envoyé spécial britannique Elgin et le ministre français en Chine, Louis Gros, ont adressé respectivement une note à Yemington, formulant 3 demandes. Premièrement, autoriser l'entrée dans la ville de Canton. Deuxièmement, payer les dommages découlant de l'affaire du navire Arrow et de l'affaire de l'abbé Chapdelaine. Troisièmement, envoyer un ministre entamer la négociation sur l'amendement des traités. Ils ont fixé à 10 jours le délai pour donner leur réponse. Cependant, Yemington a fait fi de leur demande. D'après lui, s'il rompait le commerce avec la Grande-Bretagne en lui causant une énorme perte économique, la partie britannique reculerait malgré elle. Dix jours après l'expiration de l'ultimatum, l'armée anglo-française est partie vers Canton. Le même jour, le commandant de l'armée anglo-française a ordonné à l'armée des Qing, stationnant à Canton, de reculer de 45 km dans un délai de 2 jours. Yemington a refusé catégoriquement. Le délai de 2 jours était dépassé, mais l'armée anglo-française n'a donné aucun signe d'attaque. Yemington croyait qu'il s'agissait seulement d'une menace et d'une intimidation. Le 27 décembre, Yemington a remis le rapport de 7000 caractères à l'empereur, affirmant « Profitant de cette occasion, j'éliminerai toutes les sources du mal afin de s'assurer une paix durable. » Le lendemain, après que Yemington eut présenté le rapport, l'armée anglo-française a utilisé 20 bâtiments de guerre et 5000 fantassins pour lancer un assaut sur la ville de Canton. Le 29 décembre, Canton est tombé aux mains de l'ennemi. Une semaine plus tard, les soldats de l'armée coalisée sont entrés dans la résidence officielle de Yemington pour l'arrêter, puis il a été conduit en Inde sous l'escorte de l'armée britannique. Il est mort 3 mois plus tard dans un fort de Calcutta. Un célèbre lettré appelé Xue Fuchang, vivant à la fin de la dynastie des Qing, a attaqué Yemington par ironie. Il ne sait pas combattre, ni conclure la paix, ni se défendre, ni sacrifier sa vie, ni capituler. C'est le cas unique dans le passé comme aujourd'hui. Le port de Taku se situe à l'embouchure de la rivière Haihe. En remontant sur 60 km le long de la rivière, on arrive à Tianjin, importante ville de la Chine du Nord. De là, on peut savoir que le port de Taku est la porte de Tianjin et Tianjin est la porte de Beijing. Si le port de Taku avait été pris par une bataille navale, Tianjin serait en danger. Puis de Tianjin à Beijing, il n'y a plus de ligne de défense. Sur le plan militaire, l'importance de la position du port de Taku est évidente. Du 13 au 20 avril 1858, avec l'arrivée des envoyés spéciaux britanniques, français, russes et américains pour l'amendement des traités, les bâtiments de guerre de la flotte anglo-française mouillaient au large du port de Taku. Les diplomates des 4 pays ont adressé une note à la cour des Qing, demandant d'envoyer ses représentants à Taku entamer la négociation. Sinon, ils adopteraient des mesures nécessaires. À ce moment-là, l'empereur Xianfeng ne connaissait pas le contenu de leur demande. Il a donné une instruction à Tan Tingxiang, gouverneur du Zholi, lui ordonnant d'adopter une politique de ségrégation afin de dissoudre l'alliance des 4 pays.
La tactique adoptée par Xianfeng était de se montrer amical envers la Russie, de calmer les États-Unis, de convaincre la France et de condamner la Grande-Bretagne. D'après Xianfeng, sa tactique pourrait isoler la Grande-Bretagne afin de désagréger l'alliance des 4 pays, puis inviter la Russie et les États-Unis à servir de médiateurs. Cependant, la Grande-Bretagne et la France avaient eu recours à la force, et elles ne s'arrêteraient pas si l'amendement des traités ne se faisait pas. Tan Xinxiang agissait suivant la technique de l'empereur Xianfeng, mais il a échoué. Les envoyés spéciaux britanniques et français ont refusé de recevoir Tan Xinxiang avec note sous prétexte qu'il n'avait pas le titre d'émissaire impérial et que la note n'était pas en bonne et due forme. Le 5 mai, au nom des 4 pays, l'envoyé russe a demandé à la cour des Qing l'amendement des traités. À ce moment-là, Xianfeng est parvenu à comprendre que le point important de l'amendement des traités était le droit des ministres étrangers à résider dans la capitale chinoise. D'après Xianfeng, si les ministres étrangers avaient le droit de résider dans la capitale, ce serait une chose absurde. Il a répondu: les échanges entre la Chine et les pays étrangers ne se font que sur les frontières, sauf les pays vassaux de la Chine dont les envoyés qui viennent dans la capitale payer tribut à la cour peuvent y faire un petit séjour. Xianfeng ne cédait pas sur ce problème. Le 17 mai, sous l'ordre de Xianfeng, Tan Xinxiang a mobilisé la garnison du fort de Dagu pour préparer une guerre défensive. Le 20 mai, l'armée coalisée anglo-française a adressé un ultimatum. La guerre serait inévitable. Le 20 mai 1858, à 8 h du matin, l'armée coalisée anglo-française a envoyé 2 officiers au fort de Dagu, où ils ont remis l'ultimatum ordonnant à la troupe des Qing de rendre le fort dans les 2 heures qui suivent. Tan Xinxiang a refusé. Il était confiant, parce que d'après lui, tous les préparatifs étaient bien menés, ses soldats vaillants et les munitions abondantes. Il a décidé de livrer une bataille décisive contre l'armée anglo-française. En plus de cela, il savait que la situation géographique de Dagu était favorable pour une défensive. À l'extérieur du port, il existe une bande de sable permettant d'empêcher l'entrée de gros bâtiments de guerre. Et les bateaux moins grands pourraient-ils résister au feu si puissant de 4 fortins de Dagu? Or, Tan Xinxiang ne savait pas que 20 bâtiments de guerre sur les 26 envoyés par l'armée coalisée anglo-française étaient des canonnières à vapeur. Les canonnières étaient utilisées spécialement pour la bataille fluviale au port de Dagu. À 10 heures sonnantes, l'armée anglo-française lançait une attaque. Une canonnière britannique et une française se dirigeaient vers la rive sud, alors que les 2 autres se précipitaient vers la rive nord. 2 fortins nord et sud de l'armée des Qing ont riposté à l'ennemi en tirant des coups de canon. Mais la puissance de feu entre les 2 parties belligérantes présentait de grandes différences. Dans le rapport remis par Tan Xinxiang, il est dit: nous avons tiré au gros canon sur les ponts de bateaux ennemis, leur faisant seulement 1 ou 2 trous. Cependant, notre fortin nord, fait de terre battue, a été détruit par des obus, alors que le fortin sud s'est à moitié écroulé et que les murs se sont brisés. Les canons de l'ennemi sont tellement puissants que nous ne pouvons pas parer leurs coups. La bataille a duré à peine plus d'1 heure. Le fortin nord a été détruit totalement et le fortin sud est tombé à midi. Le 26 mai, l'armée coalisée anglo-française occupait Tianjin. Cette maison en bois a un passé légendaire.
Construite sous la dynastie des Tang, puis refaite en 782, elle est le plus ancien bâtiment en bois de Chine, voire du monde. C'est le temple bouddhiste Nanshan du mont Wutai, dans la province du Shanxi. Sous les dynasties des Han et des Tang, les Chinois excellaient dans l'architecture des édifices en bois. De par la voûte de la grande salle du temple Nanshan, nous constatons que la mécanique architecturale était largement maîtrisée à l'époque. À cette époque, apparaissaient déjà en Chine des structures de 5 pièces, de 7, voire de plus. Pourquoi ces édifices extraordinaires n'ont-ils pu être préservés, tandis que ce petit temple de 3 pièces a survécu jusqu'à nos jours? Introduit en Chine à partir de la dynastie des Han de l'Est, le bouddhisme connut très vite un grand essor. Cependant, il fit aussi l'objet de répression plusieurs fois dans l'histoire, notamment sous le règne de l'empereur Wu de la dynastie des Zhou du Nord en 574, et sous celui de l'empereur Wu de la dynastie des Tang en 845. Ces deux souverains ordonnèrent de détruire temples et sutras, si bien que la grande majorité des sanctuaires de l'époque fut réduite en fumée. Mais le temple Nanshan échappa à la destruction sous l'empereur Wu de la dynastie des Tang en 845. Selon les experts, c'est sans doute du fait de sa situation éloignée et de sa taille modeste de 3 pièces. Les grandes salles de 5 ou 7 pièces étaient très à la mode dans le temps. D'autre part, le mont Wutai est à 3000 mètres d'altitude, là où les précipitations sont faibles. Le bois souffre moins de l'érosion du temps. Si le temple Nanshan a survécu jusqu'à nos jours, c'est aussi pour une autre raison. C'est qu'après l'ascension au pouvoir de l'empereur Xuanzong de la dynastie des Tang en 847, la culture bouddhiste devint, sous les dynasties successives, un lien culturel entre les ethnies Han, mongoles et tibétaines. Ainsi, ce petit temple Nanshan a pu échapper à de nombreuses campagnes de répression contre le bouddhisme durant son existence de plus d'1 millier d'années. Aujourd'hui, la grande salle du temple Nanshan mesure 11,6 mètres sur 10 mètres. La salle est soutenue tout autour par 12 colonnes. Ces piliers carrés sont originaux, tandis que les piliers ronds ont été posés lors des restaurations. Les pièces de bois utilisées dans la construction du temple Nanshan dépassaient, en termes de taille, les normes prescrites dans le règlement de construction de la dynastie des Song. Ces grands dispositifs disparurent dans les édifices à partir de la dynastie des Song. Ils sont caractéristiques de l'architecture de la dynastie des Tang. Plus tard, on a constaté, à l'issue de la comparaison entre le temple Nanshan et les palais impériaux des Ming, que les constructions en bois en Chine ont certes connu une période d'évolution, mais que leur structure principale ne s'est jamais écartée du contexte culturel national, ni de la philosophie traditionnelle. Cette structure porte en elle une tradition culturelle.